Merci beaucoup de faire confiance à votre chaîne. Merci énormément. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Entre les lignes encore une fois. En face de nous, le révérend Paul Mukendi, que vous connaissez très bien. On ne va pas beaucoup le présenter. Le révérend Mukendi est très connu, pasteur du centre évangélique Parole de Vie, prédicateur, influenceur aussi, on peut le dire comme ça. Bon, peut-être c'est aujourd'hui influenceur, on influence, mais pas comme les autres qui font sur TikTok leurs affaires. Non. Vraiment. Je suis conférencier, je suis dans les affaires, oui. Businessman. Ouais. Mais je suis beaucoup plus homme des dieux. Exactement. Comment allez-vous? Je vais très bien, Dan. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais ça fait un moment qu'on ne vous écoute plus comme avant. On a l'impression que la flamme que vous aviez au début a plus ou moins disparu ou s'est éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Quelle flamme? J'ai toujours la flamme pour mon Dieu. Hein. Je sers mon Dieu tous les jours. Je prêche chaque semaine. Tu veux me parler? Moi, je ne suis pas un politicien. C'est ce que les gens doivent comprendre. Moi, je ne suis pas un politicien. Si on me pose une question, je peux donner mon avis. En dehors de ça, des fois, on est trop occupé dans nos propres affaires et c'est beaucoup plus ça. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas payé pour ça. Mais les gens aiment bien votre engagement, votre manière de prendre parole. Quelqu'un m'a dit, il inspire beaucoup les jeunes, les gens surtout il porte bien la voix du pays. Ouais, il faut aimer son pays. Il faut aimer son pays. Et j'ai vécu à l'étranger pendant beaucoup d'années. Mais il faut aimer son pays. On n'a qu'un seul pays. Même quand vous vivez à l'extérieur, c'est pas chez vous. Hein. Chez vous, c'est chez vous. Quand vous êtes chez vous, vous vous sentez chez vous. Vous connaissez votre grand-père, votre grand-mère, vos oncles, vos tantes. Et ce sont vos terres. Donc, on n'a qu'un pays. Nous parlons, nous nous battons, nous nous engageons pour que nous puissions avoir un pays meilleur, où il y a la paix, la sécurité, la prospérité, où chacun peut mieux vivre aussi. C'est tout ce qui nous passionne. Exactement. Pasteur, aujourd'hui, un débat fait vraiment rage, c'est connu de tous, la question du changement ou de la modification de la Constitution. À part ça, il y a également la question de l'Est, l'insécurité là-bas, avec le Rwanda. À travers ces deux événements, ces deux grands sujets dont on parle aujourd'hui, quelle est la priorité selon vous? Est-ce qu'il faudra mettre fin d'abord à l'insécurité ou il faut penser à toucher la Constitution? On commence par quoi? Les deux sont prioritaires. On doit ramener la paix. Et nous avons deux grandes villes qui sont occupées. Mais cela ne nous empêche pas de vivre. La vie continue. Et nous avons besoin aussi de sécuriser notre pays en même temps. Et, le changement de la Constitution est aussi une priorité pour nous, Congolais. C'est une priorité parce qu'il y a des clauses. C'est une constitution qui vient de Rwanda, qui vient de Kagame. C'est Kagame qui a écrit cette constitution avec ses acolytes et ils nous l'ont donnée. Alors, de la même manière que nous avons chassé Kabila, c'est de la même manière que nous devons prendre sa constitution et la lui donner. Point barre. Donc c'est une priorité. C'est une priorité. On ne peut pas garder une constitution. On doit s'assumer, Congolais. C'est notre pays. On a eu un président étranger ici, dans ce pays, qui a gouverné ce pays pendant 18 ans et qui a même écrit une constitution. Nous devons garder cette constitution-là au nom de quoi? Pourquoi? Ça devient comme un tabou parce que quand on parle constitution, la plupart des gens veulent voir ok, les mandats de Félix Tshisekedi doivent se prolonger. C'est tout ça. Oui, troisième mandat, c'est tout simplement ça, et ainsi de suite. Mais or, tout le monde, tout Congolais ne deviendra pas président. On a une chance presque, je peux même dire une chance sur 1 million pour devenir président un jour. Alors, tout le monde veut devenir président au Congo. C'est ça le problème. Tout le monde veut devenir président. Et voilà que tout le monde aime se faire appeler président. Il suffit que quelqu'un soit, je ne sais pas ceci, président tel, président tel, président tel. Alors, la Constitution, on doit la changer. C'est une constitution qui vient de Kagame et de Kabila. On doit leur donner leur constitution et écrire notre propre constitution qui nous représente, nous Congolais, avec nos réalités du Congo. Et si Tshisekedi doit bénéficier d'un 3e mandat, moi je ne vois pas de problème. Vous avez eu un étranger qui vous a gouverné pendant 18 ans. Maintenant, vous avez un fils du pays qui aime son peuple, qui aime son pays. Moi, je n'ai pas vu un endroit où on m'a présenté pour dire que tu vois ces buildings sur... telle avenue, c'est à Tshisekedi. Tu vois l'autre avenue, Tshisekedi a acheté partout. Non.
On n'a pas un président voleur. Tandis que vous avez eu 18 ans d'un président voleur. Un gangster au sommet de l'État. Et il vous a même écrit une constitution. Vous avez un fils du pays, laissez-lui faire sa mission. Celui-là, il dit, Kabila, que tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que nous parlions non de la balkanisation, mais de la soudanisation. Si on ne tire pas attention, le pays sera soudanisé. Non, ils ne peuvent pas nous faire peur. C'est ce qui prouve même que Kabila n'est pas congolais. Tout Congolais parle d'un seul langage depuis longtemps, depuis nos pères de l'indépendance, que le Congo doit rester un, indivisible. Malgré leurs différends, ils parlent d'un seul pays. Oui. Malgré, je ne sais pas, les idées, ils parlent d'un seul pays. Mais voilà, quelqu'un qui a même gouverné ce pays vient nous dire, non, on doit soudaniser le Congo, ainsi de suite. Il ne peut pas nous faire peur. D'abord, il doit être chanceux. Kabila doit s'estimer chanceux. Il avait déjà volé beaucoup d'argent. Il pouvait aller s'asseoir calmement, profiter de son argent. Mais il n'a pas voulu ainsi. Il vient. Il a voulu encore nous provoquer. Il a cru que les Congolais, c'était ses moutons. Il pouvait revenir encore nous gouverner. Voilà pourquoi il est revenu. Mais aujourd'hui, il est condamné. Il a eu la chance que vous et moi n'allons pas avoir. Il est entré au pays sans passeport, sans rien. Un immigrant clandestin qui s'est retrouvé au sommet de l'État comme président. Et il a eu la chance. Et, bon, on dit soi-disant qu'il était jeune, mais moi, je ne pense pas qu'il doit avoir une cinquantaine d'années. Pour moi, je trouve qu'il doit être dans les 64, 65 ans par là, parce que même la morphologie le témoigne aujourd'hui, parce que tout est faux avec Kabila. Tout est faux. Le nom était faux, tout ça. Qu'est-ce qui nous prouve que son âge était vrai? Donc tout est faux, sauf l'âge. Non. Il fallait lui donner un âge qui pouvait correspondre avec Laurent Désiré Kabila, qu'il pouvait être son fils, pas son petit frère. Alors, c'est beaucoup plus ça. Mais la Constitution, on doit la changer et il faut la changer. C'est une obligation. Oui, pour le moment, oui, c'est une obligation. Nous ne pouvons pas céder une partie de notre territoire. Ou s'il y a une guerre quelque part, il y a un problème dans un autre pays, nous devons, notre Constitution le dit, céder. Non. Mais il y a des personnes comme monsieur Modeste Bahati Lukwebo qui dit que le Congo n'a pas un problème de texte, mais plutôt un problème d'homme. Vous en pensez quoi? C'est vrai. Il y a des textes, c'est pas seulement la Constitution, il y a beaucoup de choses. Il faut réinventer, comme on a toujours dit, j'ai toujours dit, il faut downloader la nouvelle version de l'homme congolais. Mais n'empêche que nous devons d'abord écrire des textes qu'il faut pour que l'homme congolais soit aussi correct. Si vous avez des textes qui ne sont pas bien alignés, mais comment l'homme sera bien aligné? Parce que l'homme dépend de ces textes-là. Donc, tout commence par le problème vient d'abord des textes et après l'homme. Non, les deux peuvent aller ensemble. L'homme congolais a un problème, il faut sortir seulement dans la rue pour voir qu'il ne peut pas conduire en ordre sur le même chemin. Si ça bloque un peu là-bas, il va aller à côté. Il peut même aller dans les tranchées là-bas pour sortir. Vous dites, mais c'est quoi? Mais en même temps, nous avons besoin des textes qui nous représentent. Nous n'allons pas garder les textes que le Rwanda, qui est notre ennemi, nous a donnés. Et nous devons nous sentir complexés pour dire, non, on ne doit pas changer de texte, c'est parce que c'est un problème d'homme. Non, non. Tout ce qui est du Rwanda, nous devons en avoir de la version. On doit se débarrasser de tout ce qui est du Rwanda. Tout ce qui est de Kagame, nous devons le refuser. Ouais, tout ce qui est Kagame, nous disons non. Il y a un professeur ici qui était assis sur votre place qui qualifiait la constitution de torchon. Ouais. C'est un torchon, ça n'a aucune valeur, on ne peut même pas... on ne peut pas utiliser cela comme constitution. Non, on ne peut pas. Il a raison? Oui, mais il a raison. Mais il a raison. Il dit on nous a inventé une affaire, d'abord compliquée, qui ne nous représente pas nous, Congolais. Qui ne nous représente pas nous, Congolais. Nous voulons des textes qui nous représentent, nous, les Congolais. C'est tout. Si Tshisekedi doit en bénéficier, bon, c'est un secret de Polichinelle. Il va en bénéficier parce que c'est lui qui va changer, c'est sous son régime qu'on va changer cette constitution. Alors ce n'est pas un tabou. La constitution sera changée, ce n'est pas un tabou. Fayoulou dit que s'il ose, il faudra qu'il puisse me passer sous le corps.
Il ne pourra même pas y toucher. Bon, oui, vous aimez aussi amplifier certaines paroles, certaines choses, tout ça. Être opposant, ce n'est pas sur Twitter, c'est sur X ou bien sur Facebook. Non, être opposant, c'est sur terrain. Et je pense que la population aime leur président. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, il est aimé et les Congolais ne sont pas fatigués de leur président. Donc, si le président peut nous faire une faveur de nous terminer cette guerre, de nous changer cette constitution, de changer même le régime au Rwanda et remettre le Congo sur la bonne voie, sur les rails, ça nous fera vraiment un grand plaisir. Ce sont des grandes lignes qu'il a dans sa mission en tant que chef de l'État. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers que le président a remis le Congo sur la scène internationale. Et on ne parlait plus, c'est le petit Rwanda qui nous représentait. Et pour cela seulement, nous pouvons l'acclamer. C'est parce que les Congolais ont une mémoire courte. Mais il y a quand même un problème, pasteur, dans cette affaire. La partie orientale du pays est toujours occupée. Kagame faisait une interview il y a un mois. Il dit, je refuse. On dit, mais vous n'allez pas retirer vos... Il dit, non, je refuse. Je ne vais pas le faire. Aussi longtemps que Kinshasa ou les autorités de Kinshasa n'auront pas neutralisé les FDLR, je ne vais pas quitter. Oui, mais pourquoi est-ce que la presse... Mais il y a un accord. Pourquoi la presse congolaise peut chaque fois relayer ce qu'un fou déclare? La partie Est est toujours occupée, pasteur. Oui. Il y a des déplacés, il y a des villes qui sont occupées. Et il est fini. Cette guerre va se terminer. Elle est déjà presque finie. On est dans les derniers moments. C'est une guerre, on parle d'une agression. Les Américains ont attaqué l'Iran. Vous voyez que ce n'est pas aussi facile que l'Amérique va sortir comme ça, elle s'en va. Non, il est fini, Kagame. Kagame ne peut pas, l'économie rwandaise ne peut pas tenir sans le Congo. Mais vous avez été dans la partie Est pour aller assister ces populations. Ouais. Vous avez vu la misère, la souffrance. Ouais, c'est pour cela que je dis qu'il faut que le président nous aide à changer le régime du Rwanda. On doit traquer Kagame. S'il n'est pas tué, il faut qu'il l'arrête. Le président doit l'arrêter. S'il faut qu'on organise même une opération spéciale, comme ce que le président Trump a fait sur le Venezuela, nous sommes capables d'organiser une opération spéciale, de prendre Kagame. C'est un président d'un tout petit pays. Un tout petit pays. Et il ne peut pas. Aujourd'hui, Kagame a fait tout ce qu'il a pu faire avec la complicité de certains Congolais. Et parce qu'ils nous ont infiltrés dans ce pays, ils nous ont infiltrés, ils ont mis un président à la tête du pays, et il y avait les gens dans l'armée, dans ceci, dans cela, partout, dans les services de sécurité. Mais aujourd'hui que nous avons récupéré notre pays, nous devons montrer aussi à Kagame que nous sommes des hommes, nous avons des muscles. Alors, on doit le prendre, soit il va venir ici, que ce soit Kabila, Kagame, toute cette gang-là. Nous devons mettre la main dessus. Je pense qu'il va quitter le Congo. Je pense que Kagame, c'est une souris avec un micro. Il ne vaut absolument rien. Il dérange. Il sait que les Congolais vont crier Kagame, Kagame, Kagame. Parce que les Congolais voient Kagame comme étant fort, le Goliath, tout ça. Non, Kagame est tout petit comme ça. Il va partir. Fachi l'a mis à genoux. Mais tu sais qu'il l'a mis à genoux. Le tout-puissant Kagame est là-bas, à genoux. Dernièrement, j'ai appris qu'on lui a même refusé un visa pour les États-Unis. Écoutez, il n'est même pas capable d'avoir un visa des États-Unis. Donc, d'ici là, on va entendre dire que non, Kagame a donné son dossier à une des agences pour qu'on lui cherche un visa des États-Unis pour qu'il entre comme tout le monde. Pasteur, parlons un tout petit peu aussi du gouvernement. Minois 2. Il y a une question qui fait grand bruit, la question des migrants. Accueil des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique. Quel est votre regard par rapport à cette issue? Je trouve que le gouvernement a mal communiqué. C'est ça, la faiblesse chaque fois du gouvernement, c'est la communication. Ils n'ont pas su bien communiquer, expliquer aux gens les choses telles qu'elles sont. Oui. Et voilà que tout le monde regarde, parce que le Congo, ce sont des sujets sensibles pour nous. Très sensibles. Parce que nous avons d'abord des problèmes qu'on n'a pas fini avec tous ces Rwandais qui sont entrés chez nous, qui ont infiltré, qui nous ont infiltrés aujourd'hui, qui marchent
pour réclamer je ne sais quoi et qui nous impose aujourd'hui un langage de communauté, nous sommes telle communauté, oh la communauté. Nous n'avons pas de communauté. Nous avons des tribus. Pour dire qu'ils sont marginalisés au Congo. Nous avons des tribus. On a la tribu, par exemple, Chokwe, le Runda, on a les Baluba, on a les Mongo, on a les Bangala, on a des tribus. Alors, ils nous ont imposé un langage de parler communauté pour nous mettre tous sur le même pied d'égalité. Pour dire non, il y a une communauté qui se sent ceci. Non, non. Chez nous, nous avons des tribus. Eux, ils sont une communauté. Quand tu dis communauté, pour nous qui avons vécu à l'étranger, on sait c'est quoi. Ça veut dire qu'on va vous dire communauté congolaise. On vous dit communauté ivoirienne. On vous dit, non, vous êtes aux États-Unis. On dit, ça c'est la communauté camerounaise. Ah, ça c'est la communauté, par exemple, béninoise. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des autochtones. Ce sont des gens, des immigrants qui sont venus et on parle à faire communauté. Alors, nous n'avons pas fini d'abord avec cette histoire et on vient encore avec des migrants. Il fallait expliquer aux gens pour qu'ils n'aient pas peur, pour dire est-ce que nous allons encore être infiltrés une seconde fois? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils pouvaient expliquer aux gens, nous avons besoin, il y a l'argent là-dedans, l'Amérique donne l'argent pour ces personnes-là, c'est pourquoi nous avons accepté, cet argent peut nous aider et ils ne seront pas nombreux, d'ailleurs c'est pour X temps et puis ils vont partir, mais il y a l'argent là-bas, il y a tel million, nous voulons financer ceci, financer cela, c'est clair, vous expliquez à la population clairement. C'est tout, c'est une mauvaise communication tout simplement, moi je ne vois pas quelque chose de compliqué là-dedans. C'est une affaire d'argent, pour moi. Ouais. Donc, ça ne posera pas de problème au Congo plus tard avec un problème pourquoi? Comme il y a une organisation Avocats sans frontières qui dit que ce sont des trafics, des traites, pas des traites d'êtres humains, mais ce sont des trafics qui ne sont pas acceptés en tant qu'État démocratique qui respecte les droits de l'homme, notamment prendre des personnes qui sont menottées, enchaînées, les amener à Kinshasa, ils sont enfermés dans un hôtel, ils ne peuvent pas sortir. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Ils n'ont qu'à dire ça aux États-Unis. C'est les Américains qui les ont attachés. Nous sommes les gentils. Nous les accueillons. Nous les accueillons. Nous les logeons. Mais s'ils ont besoin de dire droits de l'homme, qu'ils parlent aux Américains. Pourquoi ils veulent parler droits de l'homme aux Congolais? Ça, ce n'est pas nous notre problème. Est-ce que c'est nous qui les avons attachés? Non. C'est nous qui les avons menottés? Non. Nous les avons accueillis et chez nous, ils ne sont ni attachés, ni menottés. Je vois certaines personnes qui sont même filmées, tout ça. Donc ça veut dire qu'ils sont libres, ils peuvent circuler. Mais du moins, ils n'ont qu'à se plaindre contre les États-Unis. Nous les avons accueillis, ici nous avons besoin d'argent, parce que l'Amérique paye pour ça. Est-ce qu'on n'a pas assez de problèmes ici chez nous pour recevoir encore d'autres personnes? On a des gens à l'Est là-bas. Ils sont arrivés d'abord au nombre de combien? Ben, ils sont 15. Oui, ils sont 15. Est-ce que les 15 personnes là, tous les jours ici, nous avons des Chinois qui arrivent et nous avons dans nos immeubles partout ici, ces Indiens qui viennent travailler comme si le Congolais ne peut pas bien travailler. Tout ce qui concerne le bon salaire, les Indiens prennent leurs frères pour les amener travailler ici. Et les Congolais ont toujours des petits salaires, ce sont eux des suiveurs. Ils sont là tous les jours, ces Indiens, ils sont là. Mais pourquoi les 15 là, ils deviennent un problème? Les 15 là deviennent un problème, 15 Vénézuéliens ou 15 de Nicaragua ou je ne sais pas du Mexique ou je ne sais pas de l'Argentine. Non, je pense que s'ils peuvent leur trouver un statut convenable, est-ce que c'est pour combien de temps ils sont chez nous? C'est ce qu'il faut d'abord dire. Le visa est déterminé pour combien de temps? Est-ce qu'ils ont un titre de séjour? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont retourner chez eux? Tout ça, il faut qu'ils expliquent à la population. C'est parce qu'il y a une mauvaise communication. Mais en soi, ce n'est pas du tout mauvais. Non, en soi, ce n'est pas du tout mauvais. Tous les jours, nous avons des Chinois qui arrivent ici. Tous les jours. Est-ce que vous savez que je ne savais pas, à la fois passée en écoutant les informations, je suis tombé sur quelque chose, qu'il y avait même des bordels des Chinois. Donc, il y a des Chinois qui viennent ici pour faire la prostitution. Donc, il y en a. On a des Indiens qui sont là, des Libanais qui sont ici, remplis. Bon, écoutez, ils sont 15. Alors, révérend, parlons, justement, on est en train de parler du gouvernement souminois. Le chef de l'État avait promis au début de son mandat 6 400 000 emplois à la jeunesse.
Est-ce que vous avez l'impression que cela est en train d'être respecté ou ça ne marche pas trop? Les emplois sont créés tout le jour, oui, mais les salaires sont médiocres. Alors, on ne peut pas les sentir. Il n'y a pas de bon salaire. Parce que quand on parle de création d'emplois, ce n'est pas seulement des salaires de $100, $150. Il faut donner aussi des salaires décents aux gens. C'est là le problème. C'est là le problème. Le problème, c'est les salaires que le gouvernement puisse contrôler. Aujourd'hui, on a créé des agences. Il y a des agences pour trouver de l'emploi et ces agences-là prennent beaucoup d'argent et les autres qui doivent recevoir l'argent, ils ne reçoivent presque rien. Est-ce que le gouvernement regarde tout ce qui se passe? Imaginez-vous que vous engagez quelqu'un, vous lui payez $800 au niveau de l'agence, on dépose $800 comme salaire pour cet individu, mais lui, il ne reçoit que $200. Vous imaginez, les agences, il y en a partout. Deux fois, quand quelqu'un doit toucher, par exemple, on te dit, on t'engage, tu as $30 l'heure. Par exemple, quand tu es au Canada ou aux États-Unis, l'agence te dit, je te prendrai $1 ou $2. Il ne va même pas te dire, je vais te prendre $5. Sinon, ça devient de l'escroquerie. Mais aujourd'hui, nous avons ces agences qui se permettent tout. Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que c'est vérifié? C'est qu'ils prennent comme argent? Et aujourd'hui, la création d'emplois, les gens travaillent, mais les salaires, c'est ce qui va permettre à l'économie de tourner. C'est si les gens ont des salaires décents dans les mains. Mais ils n'ont pas de salaire décent. Ce qui pose vraiment problème, c'est oui, ce qui pose problème. C'est un problème de salaire. Par rapport à ça? Oui, mais je veux que ça soit quand même réglementé. C'est le ministre de l'Emploi qui c'est un travail. Devrait... Il faut qu'il y ait un travail sérieux du ministre d'Emploi et qu'il y ait vraiment une ligne que le gouvernement doit suivre, un cheval de bataille, pour que les Congolais puissent avoir des salaires décents. Combien ces Indiens payent à nos frères? Combien? À chaque fois que vous êtes quelque part, les Indiens vont chercher un contremaître, ils vont prendre un contremaître indien. Si un salaire veut avoisiner les 2000, les $1000, ils vont prendre un Indien. Quand c'est 200, c'est $100, ils vont prendre les Congolais. Les Congolais sont esclaves dans leur propre pays. C'est une malédiction. Ou c'est dans votre propre pays, c'est vous qui êtes les gardiens, c'est vous qui torchonnez, vous torchonnez pour ces étrangers, vous faites le domestique pour ces étrangers, ils vous dominent, ils vous font fouetter, ils vous font arrêter, ils vous envoient, et eux ils vivent comme des princes dans votre propre pays, qu'on me donne un salaire décent. Même si je dois travailler chez un Indien, mais que j'ai un salaire décent, comme un homme libre, pas comme un maudit dans mon propre pays. Non. Qu'est-ce qu'il faut pour changer tout ça? Mais il faut qu'on regarde, il faut un œil, il ne faudrait pas que le politique soit complice de ce qui se passe. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est défaillant? Madame Gouvernement Soumino, dans son ensemble. Bon, il y a des gens, quelques-uns, qui ont peut-être bien travaillé, mais le gouvernement souminois, on ne peut pas acclamer. Je pense que tous les Congolais ne peuvent pas acclamer. Ce sont des choses clés qu'il faut se battre pour cette population. Vous battez pour les salaires, pour que les gens aient des bons salaires. C'est beaucoup plus, c'est important. Plutôt vous payez des gens $100, 150, pendant que vous faites des profits, plus de 100% même de profit. Vous faites, je ne sais pas, plus que 1000% de profit, mais vous payez $100 aux gens. C'est ce qui ne marche pas. Et le problème va toujours être le même, parce que si le jeune homme n'a pas de salaire, vous le prenez, il trouve un emploi, mais on lui paye $100. Son problème continue, il n'a pas réglé le problème. Et dans ce $100, il doit payer sa nourriture, il doit manger dans le $100, il doit payer le transport dans le $100. On n'enlève pas, on ne met pas le transport de côté, oui. Non. Et tout ça, le gouvernement doit regarder tout ça. Les Congolais vivent dans leur propre pays, mais comme des esclaves. Révérend, dites-nous maintenant, quand vous observez, on parle aujourd'hui maintenant de l'insécurité dans la capitale, dans les grandes villes, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, insécurité urbaine. On dit que le ministre de l'Intérieur n'est pas à sa place. Je ne pense pas. Vous savez, les Congolais aiment ce qui est spectaculaire.
Ils aiment des gens qui aiment fanfaronner, qui aiment être dans les spectacles, tout ça. Moi, je trouve que Chabani, c'est un homme calme, tranquille, mais qui travaille. Avant de condamner une personne, moi j'ai toujours dit, il faut d'abord se poser la question, combien d'argent on lui a donné? Combien d'argent on lui a donné? C'est lui le patron du secteur. Oui, mais combien? Proposer un budget pour le fonctionnement. Non, il y a un ministre de plan qui est là, tout ça, et puis on a le budget, on a les finances qui sont là. Combien d'argent on lui a donné pour assurer la sécurité? Parce qu'on a combien de personnes vivant à Kinshasa seulement? Aujourd'hui, nous butons à des réalités. On a eu des gouverneurs. Ngobila était là. Les gens ont crié Ngobila là, Ngobila. Nous avons Bumba aujourd'hui. Bumba, Bumba. Vous pouvez chasser Bumba, mettre quelqu'un d'autre, ça va être le même problème. Le problème où se situe au niveau du budget. Il y a combien d'argent pour sécuriser les Congolais? On a la majeure partie de notre population, c'est la jeunesse. Il faut contenir cette jeunesse-là. La plupart de ces jeunes gens-là grandissent dans des conditions difficiles. Papa n'a pas d'argent. Il n'a pas de travail. Nous parlons ici des salaires médiocres. Comment il va scolariser tous ses enfants? Comment il va les nourrir? Mais qui peut retenir une jeunesse dans un endroit sans eau, sans vie, sans argent, où il n'y a absolument rien? Même le ministre de l'Intérieur, il ne peut rien faire. Mais on dit que le budget a quintuplé, quadruplé. Sous Kabila, on était à 5-6 millions à peine, mais aujourd'hui, on avoisine les 21-22 millions. Oui, 22 milliards. C'est parce qu'aujourd'hui, les Congolais oublient que nous sommes en guerre. Nous nous battons. Et là, beaucoup d'argent, la plupart, le gros parti de notre budget, va à l'effort de guerre. On finance la guerre. On doit acheter des armes. On doit acheter ceci, on doit acheter cela. C'est ça, en fait, aussi le problème. Si on n'avait pas la guerre, cet argent-là serait redirigé autrement. Nous sommes en guerre. C'est pourquoi je dis qu'il fallait qu'on communique très bien, qu'on explique à la population les vrais enjeux et les vrais problèmes. Où va l'argent? Oui, mais il y a l'effort de guerre. C'est ça, en fait, aussi le grand problème. Mais on parlait de la sécurité. Pour moi, je me dis qu'on donne les moyens au ministre de l'Intérieur. Il faut qu'on lui donne les moyens pour la sécurité, parce qu'il y a une croissance, une explosion. Il faut seulement vous promener à Kinshasa pour voir combien de gens circulent dans nos rues. Alors, toutes ces personnes-là, d'abord, on n'a pas de caméra dans la ville. Est-ce qu'on a des policiers suffisants en termes de nombre aussi? D'abord, il n'y a pas de policiers suffisants. Qui dit policier, qui dit encore argent, parce qu'il faut les payer. Il faut les payer. Est-ce qu'ils sont équipés? C'est tout ça. Lorsque vous amenez un projet pour, par exemple, l'identification des gens, tout ça, ainsi de suite, où les policiers peuvent être dans la rue, ils regardent seulement, ils peuvent taper, voir ton identité, ainsi de suite, ce projet ne va pas passer. Parce que quand tu amènes un projet, c'est seulement les COP. Donc il faut que les gens se retrouvent dedans. Aujourd'hui, les investisseurs dans ces contextes. Mais ça, c'est difficile. Les investisseurs sérieux ne peuvent pas arriver. C'est difficile. Le problème, c'est qu'on doit moderniser les choses. Pour notre sécurité, il faut moderniser. Il faut qu'il y ait des caméras. Il faut que la police soit aussi équipée. Aujourd'hui, nous avons des policiers. Bon, combien de policiers ont des voitures? Juste une voiture de police. On pouvait en avoir même quelques-uns quelques voitures quand même on met des axes. Nous avons les motos. Il y en a combien? Tout ça, bon. Ils ont eu de bonnes idées de mettre quand même ils appellent ça comment? Il y a des conteneurs dans chaque... dans chaque coin, je ne sais pas, c'est comme ça. Il y a des conteneurs, dans chaque coin, mais il faut équiper ces gens-là. Donc il y a toutes ces choses-là, et puis il faut qu'il y ait des routes aussi. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas tout ça. Non, il n'y a pas de route. Quand les chefs de l'État disaient qu'il faudrait qu'on réduise le train de vie des institutions, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les autorités ont quand même réduit le train de vie des institutions, en termes de salaire, tout ça, train de vie, tout ça? Je n'ai pas des statistiques, je ne peux pas parler comme ça, je n'ai pas des statistiques, mais du moins... c'est compliqué de savoir. C'est difficile de le savoir. Nous voulons tout simplement qu'on construise des nouvelles routes. Regardez la route que le président est en train de construire là. C'est la rocade. Oui, la rocade. C'est des routes comme ça qu'il faut pour cette capitale.
Nous pouvons nous plaindre, nous pouvons dire des histoires, nous pouvons faire ceci. Non, il faut des actions. Il faut des actions. Ouais, il faut des actions qui doivent désengorger, des actions qui peuvent faire en sorte que les jeunes travaillent, que les jeunes pratiquent le sport, que les jeunes... C'est là le travail même des ministres de la jeunesse, les ministres des sports, parce qu'on a une population jeune. Et le jeune dégage de l'énergie. Cette énergie, il faut canaliser cette énergie-là. Maintenant, si l'énergie n'est pas canalisée, qu'est-ce qu'il y a? Il va aller voler. Il devient Koulouna. Et là, on va dire, non, c'est la faute de Chabani, c'est le ministre. Non, ça n'a rien à voir avec le ministre. Si on change le ministre, quoi. Ah non, ouais. Le problème reste entier. Mais le problème des enlèvements n'a pas commencé avec Chabani. Vous et moi étions à Kinshasa lorsque les gens avaient même peur de prendre le taxi. Le taxi. Dès que tu entres dans le taxi, allez, paf, il y avait un phénomène qui était là. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces phénomènes-là. C'est devenu un peu rare dans les taxis. Mais on a des bandits, le banditisme, on tue les gens, on attaque. Il y a aussi la pauvreté. Il y a la pauvreté. Et puis, le banditisme, c'est partout dans les grandes villes. Quand vous allez à Montréal, il y a le banditisme. Quand vous allez à New York, il y a des quartiers que vous ne pouvez même pas, vous promener. Quand vous allez dans des quartiers comme... vous allez par exemple en Californie, à Los Angeles, il y a des Johannesburg, Paris, il y a des quartiers, quand vous y allez comme ça, il y a le crime. Ce n'est pas propre au Congo. Non. Parce qu'il y a une forte population et en même temps, ici, la population est pauvre. La pauvreté vient toujours avec beaucoup de problèmes. Il faudrait qu'on maintienne Mme Souminois comme chef du gouvernement ou il faut une autre personne aujourd'hui? Non, on peut changer. Pourquoi il faut seulement maintenir les mêmes personnes? On peut changer ou on doit changer? On doit changer. Pourquoi il faut maintenir les mêmes personnes? Pourquoi? Pourquoi? Elle a fait son temps. Je pense que si le président reconduit encore Mme Souminois, c'est lui seul qui sait pourquoi. Mais sinon, si on posait la question à la population, on voudra qu'on la change. Au moins, elle a fait déjà 2 gouvernements et on n'a rien vu sur le terrain. On peut la changer. Elle a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais du moins, elle a fait son temps. Du moins, elle a fait son temps. Révérend, on va avancer avec la question électorale. On fait comment? L'Est est une partie occupée. Voilà, on parle du changement de la Constitution. On fait comment? On va aux élections dans ce contexte aussi ou les élections, on attend que la paix soit rétablie? Nous sommes en 2026. Les élections, c'est quand? En 2028. Pourquoi les Congolais, ils aiment toujours parler élection? C'est un processus. Il nous reste 2 ans. Parce qu'il commence par l'identification des populations, fichier oui, électoral. on doit d'abord recenser. Cette fois-ci, on doit d'abord recenser. Normalement, en 2028, il ne peut pas y avoir d'élection parce que nous sommes un pays en guerre et on doit changer cette constitution. Il faut que tout soit mis... Les institutions appellent la légitimité parce que le président tire son mandat de la Constitution qui a 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous n'avez plus de même mandat. Lorsqu'ils ont attaqué le pays, ils ont donné au président qu'est-ce que je peux dire? Ils ont permis au président, dans un temps de guerre, nous créons des principes de guerre. Ça veut dire que tout ne marche pas comme si le pays était bien, comme si on était en France ou on était aux États-Unis. Non, là, nous sommes dans un état de guerre. Même Zelensky n'a pas organisé les élections parce que son pays est attaqué. Son pays est agressé. On n'a pas d'élections en Ukraine. Pourquoi on aura des élections au Congo pendant que nous avons 2 grandes villes du Congo? Ce n'est pas des petits coins comme Bunagana. 2 grandes villes qui sont occupées. On ne peut pas faire des élections. Écoutez, on fait quoi entre temps, pasteur? Le président reste et puis... Oui, il reste, il est congolais. Le président reste. Pourquoi est-ce que vous voulez faire des histoires comme si c'est un tabou? Non, est-ce que le président doit rester? Il reste, il est congolais. Tshisekedi, Félix est un Congolais. C'est lui qui est le président du Congo, qui dirige le Congo. Si les gens veulent les élections, ils doivent abandonner les armes, venir au pays, se battre d'une manière loyale. Je pose cette question pourquoi, pasteur? Parce qu'en 2015, il y avait cette rumeur, ces soupçons qu'il n'y aura pas élection en 2016. Alors l'opposition entière, UDPS comprise, disait qu'il y aura une transition, s'il n'y a pas élection dans le délai, il y aura une transition sans Kabila. On l'entend aujourd'hui avec Jean-Marc Kabound. Il dit, s'il n'y a pas élection en 2028, il y aura une transition sans Tshisekedi. Est-ce que le Congo appartient aux politiciens? Le Congo nous appartient, nous le peuple.
Nous disons non, nous voulons notre président qui continue, le tombeur de Kagame, le tombeur de Museveni. C'est lui qui les a mis à genoux. C'est notre héros. On avait honte. On était humiliés. On nous avait humiliés partout dans le monde. Aujourd'hui, Tshisekedi nous a redonné cette fierté, cette dignité. Et nous ne pouvons pas comparer Tshisekedi à Kabila. Nous ne pouvons même pas comparer du temps de Tshisekedi comparé avec 2016. Vous aviez un tyran, un tueur, un escroc au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, vous avez un digne fils qui est allé même conclure des accords avec les États-Unis d'Amérique. À Washington. À Washington. Pas en Namibie, pas, je ne sais pas, au Kenya, Nairobi, ou bien à Dar es Salaam. Non, à Washington, avec le président américain. Ben, et vous voulez changer votre chevalier qui gagne. Le cheval qui gagne, vous voulez le mettre de côté et prendre qui va encore venir recommencer le processus. Peut-être qu'il est même de connivence encore avec les Kagame. Nous voulons, Tshisekedi, il va d'abord renverser même Kagame, terminer cette guerre. Quand il finira, là, en ce moment-là, il va plier le tablier et dire, OK, on organise les élections, on fait les choses, parce que le Congo n'est pas le Congo de Tshisekedi. Il passera aussi. Mais pour l'instant, c'est lui. Est-ce qu'on est obligé d'organiser les élections pour le président de les organiser? Je pense que le président doit s'assumer. Je crois qu'il doit s'assumer. Il doit prendre les choses en main et avancer. Nous sommes un pays agressé. S'ils veulent les élections, qu'ils arrêtent la guerre, qu'ils reviennent, on va organiser les élections et puis c'est fini. Mais on va d'abord changer la constitution. Qu'on passe par le référendum pour consulter le peuple. Ouais, on peut passer par le référendum, tout comme le Parlement. Si les autres, on a un Parlement, on a un Conseil constitutionnel. C'est ça, on appelle ça comment? La Cour constitutionnelle ici. On appelle ça Cour constitutionnelle ici. On a la Cour constitutionnelle. Si par exemple aujourd'hui on n'a pas organisé le référendum ou bien il n'y a pas élection en 2006, la Cour constitutionnelle est là. C'est pour cela qu'elle existe. Elle va prolonger le mandat. Elle va juste dire, OK, nous prolongeons le mandat, par exemple, de 2 ans, nous prolongeons le mandat de 3 ans, ou bien ceci, tout ça. Après, nous pouvons rien faire de passer par un dialogue quelconque pour... Non, on n'a pas besoin de dialogue. Parce qu'il y aura encore des infiltrés. Les Kabila, toute cette gang-là veut retourner par le dialogue. Et demain, quand tu ne s'en vas pas aussi te plaire, tu vas aussi prendre les armes. Parce que tu as vu un mauvais exemple. Nous ne voulons plus ces histoires de dialogue qui nous laissent en paix. Le Congo n'est pas seulement le Congo du président Tshisekedi, c'est le Congo de tout le monde. C'est le Congo de Fayoulou, c'est le Congo de Mjamar Kabound, c'est le Congo de tel, tout ça. De Cholé aussi. De qui? La belle Cholé. Oui, mais eux, ils ont trahi la nation. Ils ont trahi. Écoutez, c'est une trahison. En temps de guerre, ils vont côtoyer Kagame. En temps de guerre, ils vont côtoyer le Museveni. En temps de guerre, ils sont avec les ennemis. Ils ont toujours parlé en faveur de l'ennemi. Et ils sont des traîtres. Pour moi, c'est des traîtres de la nation. Oui, oui. Ouais. Alors, révérend, on va avancer avec toujours cette question, cette problématique. On apprend, je pense que vous le savez, on va essayer un peu de sortir du pays un petit moment. En Afrique du Sud, on apprend que les Congolais sont un peu visés par les ressortissants sud-africains. Quel conseil donneriez-vous à ces Congolais-là qui sont là-bas, qui sont victimes de xénophobie sud-africaine? Bon, c'est difficile, je compatis à ce qui leur arrive. C'est difficile de donner un conseil dans des conditions parce que ces jeunes-là ne partent pas là-bas par plaisir. Ils ne quittent pas leur pays, quitter leur terre par plaisir. C'est parce qu'ils veulent trouver la vie ailleurs. Ils veulent se retrouver ailleurs et c'est malheureux ce qui se passe, ce qui leur arrive. Je ne peux pas leur dire revenez chez vous. Ils vont dire je vais retourner là-bas pour faire quoi? Nous venons de parler des problèmes d'emploi ici. Alors ils vont là-bas pour chercher du travail, ils vont là-bas pour chercher comment vivre. Mais être chez soi, c'est toujours être en sécurité et être bien. C'est beaucoup plus ça. Moi, je leur dirais de se protéger, d'écouter peut-être les consignes de l'ambassade et ainsi de suite. C'est beaucoup plus ça. Parce que vous avez voyagé un peu partout à travers le monde, tous les continents. Hein. Je fais 52 pays. 52 pays. 52.
Il semble que les Congolais n'aient pas une citoyenneté assez respectée. Quand vous débarquez dans un pays étranger, vous brandissez votre passeport et quand on vous attrape, on vous... Il semble que les Congolais ne sont pas suffisamment respectés à l'étranger. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, parce qu'on a eu un monsieur qui venait je ne sais d'où, et qui a pris notre pays en main et qui l'a détruit, et qui a détruit notre respect. C'est le Rwanda qui parlait pour les Congolais. Et on ne voyait pas les Congolais étaient dans la honte, dans l'opprobre et dans tout. Mais aujourd'hui, ça change. Nous allons aller derrière la Coupe du Monde. Ah oui. Ouais, on va aller à la Coupe du Monde. Vous voyez comment est-ce que ça vend l'image du pays. Les gens peuvent voir. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui peut arriver à Washington, se parler avec M. Trump. Trump qui dit non, vraiment, tu as mon numéro de téléphone, tu es un ami, tu peux m'appeler n'importe quand. Tout ça, ça fait partie du respect qu'on peut nous accorder. Donc, on est en train de restaurer notre nation. C'est vrai que le passeport congolais, le ceci, tout ça, rien n'était respecté. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de faire grâce, on est en train de reprendre le tout. Quand vous êtes une grande nation comme ça, vous avez plus de 100 millions d'habitants, et vous avez un tout petit pays aux côtés de vous qui vous malmène et vous pleurez Rwanda, Rwanda, ça vous enlève le respect. Et comme sur la route, tu as un gros monsieur, un colosse, un vrai malabar qui se promène et vous voyez à côté un tout petit garçon de 12 ans qui le tape, il est tombé. Il n'y a personne qui va te respecter dans le quartier. C'est ce qui nous est arrivé, malheureusement. Mais aujourd'hui, on est en train de se refaire la santé. Ouais. Alors, révérend, on est en train, l'ensemble est sûrement en train de terminer, de chuter. Et notre sujet, c'est le sujet lié justement aux pasteurs, aux confessions religieuses. Un groupe de députés nationaux a saisi le Parlement pour dire que nous ne voulons plus que la gestion de la CENI soit l'apanage des confessions religieuses, abbés, pasteurs et tous les autres. Qu'est-ce que vous pensez est une bonne idée? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Moi, je peux appuyer cette idée. C'est parce que toute cette culture est venue de la colonisation où l'Église catholique, c'est elle qui était là-bas. L'Église, quand vous faites tout, il faut toujours associer l'Église. Quand vous faites ceci, il faut associer l'Église. Non, à un moment donné, on n'est plus à ce temps-là. Donc, il faut sortir de cette histoire. Il faut sortir de cette histoire parce que c'est compliqué. C'est compliqué. En son temps, il y avait l'Église catholique. Aujourd'hui, nous avons l'Église catholique, les protestants, on a les églises de réveil, nous avons les musulmans, nous avons les kimbanguistes, nous avons... Vous voyez, quelqu'un d'autre va créer sa religion, parce que nous sommes d'abord une forte population. Lui aussi, demain, il va devenir influent. Il va aussi demander, je dois aussi m'asseoir là-bas. Ça est devenu quand même comme un désordre. C'est ce qui fait que les gens comme les Cholés et tout ça puissent créer tout ce qui crée comme désordre. Ça m'enlève quoi, moi, en tant que pasteur, si aujourd'hui, on ne décide pas dans cette histoire-là de la CENI? Ça m'enlève quoi? Rien du tout. Dans tous les autres pays où on organise les élections, est-ce qu'ils ont besoin de l'Église? Ils n'ont pas besoin d'église. Je pense que ces députés-là sont inspirés. C'est une très bonne chose. Et on n'aura plus des gens comme les Cholés, les Ambongo, tout ça. On n'aura plus toutes ces personnes-là. Et c'est fini. S'ils veulent prêcher, qu'ils prêchent à leur église, et puis c'est fini. Révérend, pour finir peut-être la ville sainte, le président veut faire de Nkamba la ville sainte. Parce que ça veut dire quoi la ville sainte? Il a fait au cours de son discours, il a dit on va décréter Nkamba, ville sainte. Comme Jérusalem? Oui. Comme Jérusalem, là, Jérusalem en Israël? Bien sûr. Wow. Comme chez les Kimbangi, comme l'église Kimbanguiste et les... Peut-être qu'il a reçu une révélation. Moi, la Bible dit si quelqu'un d'autre donne une révélation qui est notre, c'est thèse. Nous savons que quand on parle d'une ville sainte, ça représente quand même beaucoup de choses sur le plan spirituel. Est-ce que ça sera une ville sainte rien que pour les Kimbanguistes ou bien une ville sainte déclarée ou je ne sais pas... quelle est l'histoire qu'on peut quand même raconter? C'est juste l'histoire des Kimbangu ou bien c'est quoi? Parce que je n'ai pas tous les affaires, cette information m'a échappé. Et bon, c'est... Mais certains ont dénoncé le fait que nous sommes un État laïque. C'était voudrait que l'État soit neutre vis-à-vis des différentes religions.
Bon, l'État peut être neutre, mais sauf que Kimbangu aujourd'hui est reconnu comme étant un symbole pour les Congolais. Vous comprenez? Qu'on soit d'une religion, ou je sais pas, qu'on soit chrétien ou ceci, tout ça, on reconnaît en Kimbangu un symbole qui s'est battu contre la colonisation. C'est beaucoup plus ça que nous prenons. Donc nous considérons Kimbangu dans cette façon-là. Il a été emprisonné, même tué par ces colons-là. Je ne pense pas que le président entre dans des considérations qui sont beaucoup plus spirituelles. Je ne pense pas. Peut-être que c'est dans cette façon-là de voir Kimbangu comme étant notre héros. Mais Kimbangu a été un chef spirituel, un chef religieux. Je pense peut-être que de ce côté-là, ok, c'est notre symbole. Donc il fait partie aujourd'hui de notre culture. Je ne suis pas kimbanguiste, mais c'est un peu ça. Mais de là, déclarer Terre Sainte, je ne sais pas si... il y a, du coup, du point de vue théologique, là, je m'abstiens de faire des commentaires pour que les kimbanguistes ne s'élèvent pas encore contre moi pour dire non, parce qu'au Congo, les gens aiment agir trop sous émotion. On est un pays d'émotion. Hein. Je risque de dire quelque chose. Et puis en plus, c'est moi. Demain, ça va être partout. Donc, il a attaqué les kimbanguistes. Il a dit ceci. Donc, je m'abstiens seulement. Vraiment, révérend, merci beaucoup. On nous signale qu'on a pris tout notre temps. Mais juste un message à toutes les populations meurtries de l'Est du pays. Ouais, ceux de l'Est du pays, on ne les oublie pas, ce sont nos frères et sœurs, c'est chez nous. L'Est, c'est notre pays, c'est chez nous. On va libérer ce pays, qui fasse confiance à notre président. Nous avons un président qui ne peut pas trahir les Congolais, qui est un fils du pays. Et de l'autre côté, nous espérons que demain sera meilleur. Nous faisons confiance au chef de l'État. Nous disons que Dieu lui a donné une mission et Dieu ne peut pas confier une mission à quelqu'un pour qu'il échoue. Une mission et non un mandat. Et non un mandat. Tshisekedi, c'est la réponse de Dieu aux prières des Congolais. C'est la réponse de Dieu aux prières des Congolais, alors il n'échouera pas. Merci beaucoup, révérend Paul Mukendi, responsable et représentant légal du centre évangélique Parole de Vie. En tout cas, merci beaucoup. Salutations à tous les enfants, les fidèles de Parole de Vie du Congo et même d'ailleurs. Merci beaucoup, révérend. Merci aussi à vous tous qui suivez cette émission. Allez, on va s'arrêter là. En tout temps, portez-vous bien. Restez connectés à Bravo Télévision. Au revoir.